Moi, j'ai refusé cette alternative, soit l'existence, soit l'objectivité. Alors ça s'est traduit pour moi par une tentative de confrontation, je ne dis pas du tout de synthèse confusionniste, mais d'une confrontation constitutive de la réflexion philosophique autour des deux mots clés, qui ont été pour moi les deux mots repères, comprendre et expliquer. À savoir qu'il fallait faire le détour de l'objectivité pour retrouver le sens fort de l'exister humain. Oui, mais c'est-à-dire que pour comprendre, il faut expliquer et revenir à, je dirais, après une compréhension naïve, arriver à une compréhension savante par le relais d'une explication de caractère scientifique. Alors là, je croisais le structuralisme. Moi-même, je suis très embarrassé, n'est-ce pas? J'essaye de scinder en quelque sorte à l'intérieur du structuralisme, ce qui me paraît analyse structurale légitime. Alors, je l'ai fait quand même sur des objets précis. Je l'ai fait dans 3 domaines. D'abord en linguistique, enfin modestement, je suis pas un linguiste, mais enfin quand même, j'ai essayé à l'encontre du cours de linguistique générale de Saussure, qui ne connaît que des systèmes de signes sans sujet parlant. J'ai suivi Benveniste, qui dit que le premier acte linguistique, c'est pas le mot, qui est neutre dans le lexique, mais c'est la phrase qui est prononcée par quelqu'un. Donc il y a une locution, il y a un locutaire. Derrière, il y a un sujet parlant. Alors, c'est dans le langage que j'ai essayé, premièrement, de réarticuler ce qui me paraît bien relever d'une analyse structurale dont le modèle est bien saussurien et d'un élément réflexif que dans les derniers travaux, alors j'ai appelé le soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire le sujet parlant. Comment le sujet parlant est articulé sur un langage que aucun d'entre nous n'a inventé, que nous trouvons les uns après les autres, qui fonctionne donc comme un et qui est système, virtuellement inépuisable en plus. Virtuellement inépuisable, mais il n'existe qu'autant qu'on s'en sert. Le lexique, les mots sont morts si personne ne parle. Et qu'est-ce que nous faisons avec les mots? Nous faisons des phrases. Et les phrases, c'est des gens qui prononcent ces phrases. Et les énoncés morts de nos phrases sont la trace laissée des énonciations qui sont l'œuvre de sujets parlants. Voilà. Bon. Ce que justement les philosophes de l'existence voulaient aborder directement sans intermédiaire, j'essaie de l'aborder par la reprise de ces formes objectivées laissées dans des traces linguistiques, dans des textes. Et dans l'histoire aussi. C'est là qu'intervient ma notion de texte, comme étant le lieu de l'interprétation. Donc je ne me connais moi-même pas directement, mais par le détour de l'interprétation des textes qui sont la trace du travail de pensée et de compréhension et d'autocompréhension des génies créateurs de ces textes. Donc, si je garde simplement les textes comme le lieu neutre de l'analyse structurale, je les ai amputés d'abord de leur production et éventuellement de l'intention du producteur, mais aussi de la capacité continuelle de réinterprétation, parce que les textes n'existent que si ils sont non seulement compris une fois, mais compris 2 fois, lus et relus, donc interprétés, réinterprétés, et donc recréés. Le texte grandit avec ses lecteurs. C'est-à-dire que la signification d'un texte est en suspens aussi longtemps qu'elle n'est pas lue, et l'histoire de la lecture d'un texte s'incorpore au texte lui-même, devient, n'est-ce pas, le nouveau texte pour de nouveaux lecteurs. Et donc, c'est cette histoire de la lecture qui enrichit. Alors, à tort ou à raison, j'ai essayé de passer une sorte de fine lame entre analyse structurale, dont j'ai besoin, structuralisme qui me récuse et que je récuse. Alors, moi, j'aurais envie de dire, le sujet, pour moi, est le point d'arrivée. Je veux dire que c'est le retour chez soi. Et au fond, je suis devenu de plus en plus hostile à l'idée d'origine cartésienne, finalement, de l'immédiateté à soi du sujet. Donc une des questions qui m'inquiète et qui me turlupine à la fois, c'est la question du sens. Je vois qu'elle vous tourmente. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le monde
quelque part a perdu beaucoup de sens et beaucoup de gens ont perdu le sens de leur vie. Et donc je me dis, il y a une perte de sens dont il faut parler. Moi je dirais que c'est le rapport immédiat au sens qui est effacé. Mais que, alors c'est mon problème à l'interprétation, qui est vif, qui n'est pas simplement une question de lecture de texte, etc. C'est aussi la lecture de ses propres héritages. Or, moi je dirais qu'il y a pas un vide, mais un trop-plein, qui n'est pas réexaminé. Je pense au mot de Socrate, c'est pas une vie qui n'est pas examinée, n'est pas digne d'être vécue. Alors, il faut réexaminer nos héritages. Et alors, nous découvrons que non seulement ils nous transmettent du sens, mais qu'en même temps, dans le passé, il y a eu des promesses non tenues, c'est-à-dire des ressources de sens qui n'ont pas été effectuées. Le passé, c'est pas simplement ce qui a été fait, mais ce qui aussi n'a pas été fait. Alors, il y a une sorte de relève, si vous voulez, de nos héritages gréco-latins, judéo-chrétiens, médiévaux, la Renaissance, la Réforme, les Lumières. Alors, tout cela, ce sont des charges de sens, mais qu'il faut réexaminer, réévaluer. Alors, moi, je ne crois pas que nous soyons dans le vide. Nous sommes dans un trop-plein, mais rendu comme inaccessible, comme si nous regardions ça à travers une vitre. Alors, je crois qu'il faut voir comment l'interprétation vient dans le récit. Parce que raconter une histoire, ce n'est pas mettre bout à bout des petits incidents. C'est faire courir un fil, ce qu'on appelle la trame de l'histoire. Moi, j'ai employé l'expression de mise en intrigue, l'intrigue. Bon. Or, on peut toujours raconter autrement les mêmes faits. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux images mentales, sous le titre absent, images visibles, celles qui sont inscrites dans le texte, et invisibles, celles qui naissent de l'imaginaire du lecteur. Variable selon les lecteurs, l'activité imageante, de fait, joue un rôle essentiel dans la reconfiguration du texte. Elle contribue à faire surgir, je cite parce que j'aime bien cette citation, cet objet concret et imaginaire qu'est l'ouvrage de l'esprit. Et tandis qu'on a longtemps tenu les images comme suspectes, source de débordements imaginatifs, on s'interroge à présent sur leur surgissement en divers lieux du texte, sur leur origine, sur leur fonction de représentation, valeur heuristique, sur leur signification. Elles permettent de visualiser un monde, et les descriptions liminaires sont, je cite l'étudiante, les lieux les plus susceptibles d'être colorés par la subjectivité des lecteurs. Mais, en dehors de cet espace attendu, leur surgissement est assez imprévisible. Si certains rares lecteurs ont le sentiment de construire des images tout au long du texte, sous forme continue, comme un film, d'autres n'en évoquent que quelques-unes produites en certains lieux du texte. Il élabore de cette manière une sorte d'album photographique. Il s'agit ici de métaphores, car ces images mentales n'ont pas la précision des images optiques. C'est comme l'explique Isère dans l'acte de lecture, ce sont en fait des images de représentation, des synthèses passives, selon la terminologie empruntée à Husserl, formées en deçà de notre conscience. Et leur pauvreté optique est compensée par leur fonction sémantique. L'image de représentation permet de voir des aspects qui échappent à l'image de perception. C'est en tant que synthèse que tous les aspects essentiels de l'objet représenté sont présents en nous, dans notre esprit. Les images évoquées par les lecteurs sont de deux sortes. Certaines se rattachent clairement au motif topoi présent dans l'imaginaire collectif. D'autres trouvent leur source dans l'histoire personnelle du lecteur et relèvent d'une activité fantasmatique. Finalement, il s'agit de processus, toujours, qui excèdent nos intentions, notre contrôle, transcendant en quelque sorte l'individu. Et le lecteur s'interroge pourquoi, parce qu'il voit bien qu'il n'y a pas de rapport. Qu'il y a un rapport, mais lointain. La signification des images produites échappe en effet souvent au lecteur. Certaines réfractent a posteriori son axiologie, ses valeurs, ses hantises. Il arrive également que les images des clichés
surgissent dans l'esprit des lecteurs et flottent comme isolés du contexte, produisant un effet étrange, un sentiment de chaos, d'incohérence onirique. De fait, cohabitent dans les textes des lecteurs des images hétérogènes, insolites, surprenantes, qui en font un texte bigarré, j'aurais tendance à dire en habit d'arlequin. Entre donc dans ces textes de lecteurs une variété d'images d'origine culturelle ou personnelle, clairement interprétables ou opaques, remplissant des fonctions esthétiques ou symboliques. Si elles concrétisent le texte et concourent à son appropriation singulière, elles peuvent également entraver l'attention lectrice et faire obstacle à l'évolution de la représentation. De plus, cette première image est rarement neutre. Elle est aussi l'horizon d'attente construite à partir de quelques mots par l'imaginaire du lecteur et parfois très éloignée de la suite du texte, obligeant le lecteur à des réajustements a posteriori qui peuvent entraver le plaisir de lecture. Finalement, au terme de ces développements, le texte du lecteur, donc, 3 points, se situe dans une relation métonymique avec le texte de l'auteur. C'est un objet fragmentaire. Le texte qui jaillit dans l'esprit du lecteur est insaisissable par la seule verbalisation. C'est un texte fantôme qui se situe toujours au-delà des mots. Troisièmement, les images de représentation qui naissent à la lecture ne sont pas verbalisées et pourtant elles représentent un mode privilégié de transposition du texte de l'auteur dans l'imaginaire du lecteur. En même temps, la transposition du texte par l'écriture et les images, dans le code propre au lecteur, tend à immobiliser ce texte et à le figer dans une forme souvent oublieuse de la chair sonore des mots et qui vise à en bloquer la sémiosis. Et je dirais en conclusion que ce texte de lecteur est un infratexte que le lecteur peut retrouver en lui en cherchant à retrouver sa texture. Et il peut la retrouver si seulement sa lecture était une vraie lecture d'imprégnation. Il faut dire d'abord que l'idée de sémiologie revient à Saussure, oui, qui est le fondateur de la linguistique à la fin du 19e, début 20e siècle. Et l'idée, pour schématiser, c'est que le langage est un système de signes et chaque mot est un signe, c'est-à-dire un signifiant. Par exemple, table, le signifiant, c'est les mots que vous entendez, la vocalité, l'enveloppe orale, ça peut être écrit aussi, mais tout ce qui est de l'ordre de la présence matérielle du signe. Et le signifié, c'est l'idée de l'objet. La table, c'est ce que je vois, ou ça peut être la paix, je ne vois pas, mais je me fais une idée de la paix, donc signifiant, signifié. À partir de là, et je commence à faire les choses courtes, la sémiologie s'est développée par des linguistes plutôt orientés vers la logique comme Charles Sanders Peirce, dans lequel je n'entrerai pas, c'est beaucoup trop technique. Et donc, cette sémiologie, quand je suis venue en France, je l'ai trouvée développée de manière beaucoup plus artistique ou logique par Barthes, par Grémas, dans le laboratoire de Lévi-Strauss. On était un groupe sémiolinguistique du laboratoire de Lévi-Strauss. Donc, à partir de là, se développer une idée qui est intéressante à dire peut-être aujourd'hui, qui appartient en partie à Barthes et en partie à Benveniste. Oui. Pour Barthes, la sémiologie est une extension qui passe par le langage, mais qui concerne tous les autres signes que vous pouvez faire et qui sont, par exemple, des images, oui, des graphismes, pas des mots, pas des signifiants signifiés. Barthes va dire, la sémiologie n'est qu'une spécification
et par une extension de la base sémiologique de la fabrique où se font les signes, qui est la linguistique. Donc la linguistique est là, nous sommes des êtres parlants, et c'est parce que nous sommes êtres parlants que nous faisons des signes de circulation, des sonates pour piano et violon, ou du cinéma, par exemple. Ou des images. Voilà. Oui, c'est très important parce qu'on parlera peut-être comment en psychanalyse on peut prendre en considération les images et pas seulement les signifiants. Barthes, Jacobson, le grand phonologue et poéticien russe, on a créé en 1969 à Varsovie l'Association internationale de sémiologie qui était dirigée par le directeur de tout ça était benveniste et qui a une autre définition de la sémiologie qui est que c'est une capacité sémiotique qui est une force originaire que tout être parlant possède et que la langue est tellement développée qu'elle sort de la sémiologie. Elle n'est pas seulement des signes, mais elle comporte d'autres dimensions, lesquelles ça va jusqu'à la biologie. Et c'est là que vont entrer mes définitions et mes recherches dans lesquelles je vais faire entrer dans les mots ce que j'appelle la chair des mots, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le sémiotique. Les vocabulaires deviennent un peu compliqués, mais il y en a deux dont il faut faire la différence. Dans les travaux américains, la science des signes, quels qu'ils soient, que ce soit les animaux ou les pianistes, ça s'appelle semiotics. Et donc, on traduit sémiotique. En français, on a gardé le terme sémiologie de Saussure et on appelle la science globale sémiologie. Ce que j'ai essayé d'apercevoir et de réhabiliter dans la capacité de parler des êtres humains, c'est-à-dire de construire des systèmes de signes. C'est ce que Madame Alfandari a appelé l'archaïque. Mais cet archaïque ne doit pas être compris comme quelque chose qui est derrière nous et qu'on a dépassé. C'est un archaïque, l'inconscient peut être archaïque. Tout ce qui n'est pas reconnu dans un cadre social est archaïque. Tout ce que je n'utilise pas consciemment est archaïque. Et plus précisément, c'est la dimension pulsionnelle, c'est-à-dire l'énergie neuronale, les passions, qui sont des passions de vie, des passions de mort, c'est la jouissance et la destructivité. Alors, je n'essayais pas de détruire la parole, mais j'essayais d'ouvrir dans ce qui se dit ce qu'elle ne dit pas. Ça parle, mais ça parle de quelque chose qui ne trouve pas de formulation dans les signes, mais qui va peut-être les trouver dans l'intonation, ou dans des figures rhétoriques, ou dans une espèce d'accumulation d'images dont on ne comprend pas le sens de la répétition. Pour que les gens à l'école qui ne lisent plus parce que l'attention est difficile à retenir, mais il faut quand même qu'on apprenne à lire ne serait-ce que la surface des choses, la surface des textes, et les laisser aussi pénétrer dans la chair des textes pour se retrouver, pour trouver un sens pour eux-mêmes. Et c'est ça que j'appelais tout à l'heure la valeur sacrée de la littérature dans notre société. Si on ne leur donne pas ces dimensions de communication dans un code, la langue est une convention sociale. Vous allez lire la surface du texte et là, il y a un auteur qui raconte une histoire. Vous êtes dans le social. Mais si vous entrez dans le ressenti, vous trouvez vos abîmes, votre jouissance, votre destructivité. Et c'est ça qui fait du livre un livre de chevet que vous allez porter dans votre lit, dans vos amours, et qui fait que vous allez renaître autrement après une lecture.